Imaginez une enfant de seulement 14 ans, tremblante de peur, dénudée devant les yeux avides du roi de France, qui reste là à observer chaque instant, chaque larme, chaque cri de douleur qui s'échappe des lèvres de la jeune fille, tandis qu'elle est brutalement violée par son mari inconnu. Ce n'est pas une scène d'un film d'horreur, c'était la réalité que Catherine de Médicis a vécue dans la nuit du 28 octobre 1533, lorsque la cour française a transformé sa consommation nuptiale en le spectacle le plus pervers et humiliant de l'histoire européenne. Ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous pouviez imaginer sur les rituels secrets des maisons royales. Dans cette nuit maudite, François Ier n'a pas seulement observé le viol d'une adolescente. Il l'a dirigé, commenté et transformé en divertissement royal. Des dames de cour restaient au chevet, murmuraient des instructions, mesuraient chaque mouvement et documentaient chaque détail intime pour les archives impériales, censurées pendant 5 siècles. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est comment cette nuit d'horreur forgerait l'esprit le plus meurtrier de l'histoire française. La jeune Italienne qui pleurait de douleur dans ce lit deviendrait l'orchestratrice de la Saint-Barthélemy, où des milliers de protestants furent brutalement exterminés sous ses ordres directs. Le lien entre ce traumatisme sexuel et sa soif de sang ultérieure révèle un schéma psychologique qui a changé le cours de l'histoire européenne. Aujourd'hui, des documents découverts dans les archives secrètes du Vatican et des lettres personnelles retrouvées dans les caves du Louvre révèlent enfin la vérité sur la façon dont les rituels royaux de domination sexuelle ont créé des monstres politiques. Préparez-vous à découvrir les secrets les plus sombres jamais révélés sur la manière dont une nuit de viol institutionnalisée a transformé une victime innocente en la meurtrière la plus redoutée de France. Si ces vérités cachées de l'histoire vous ont fasciné, laissez un pouce en l'air et partagez vos pensées dans les commentaires. Je suis incroyablement curieux. Dites-moi de quel pays, de quelle ville ou de quelle région vous venez. C'est toujours passionnant de voir où dans le monde les gens s'intéressent à ces histoires oubliées. Et maintenant, c'est à vous. Quelle souveraine historique ou noble femme devrait révéler ses secrets ensuite? Écrivez son nom dans les commentaires, peu importe l'époque ou le pays. Vos suggestions détermineront quels documents perdus verront la lumière du jour prochainement. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune révélation. Les archives des puissants ont encore tant à raconter. Les racines de cette cérémonie barbare remontent au Moyen Âge français, où le rituel de la mise au lit était pratiqué depuis le XIIe siècle comme un secret d'État sacré. Au château de Fontainebleau, ce palais somptueux au sud-est de Paris, les souverains valois avaient élevé cette tradition à une forme d'art perfide. François Ier, qui régna de 1515 à 1547, avait perfectionné le spectacle public de la nuit de noces en une démonstration ultime de pouvoir royal absolu. L'année 1533 marqua un tournant dans les relations franco-italiennes. Le pape Clément VII, oncle de la jeune Catherine âgée de 14 ans, avait orchestré ce mariage comme une alliance politique entre le Saint-Empire romain germanique et la France. Henri d'Orléans, le futur Henri II, avait alors 14 ans et était le second fils du monarque français. L'héritière des Médicis apportait une dot de 100 000 ducats d'or, une somme astronomique qui ne reflétait pourtant pas sa véritable valeur en tant que pion dans les structures de pouvoir européennes. L'étiquette de cour française du XVIe siècle avait développé des protocoles spécifiques pour les nuits de noces royales. Ceux-ci allaient bien au-delà de cérémonies symboliques et transformaient les moments les plus intimes en affaires d'État. Des témoins nobles, des médecins royaux et des dames de cour sélectionnées formaient un cercle de surveillance dont l'unique but était de documenter et de garantir la consommation du mariage. Marseille avait été le lieu initialement prévu pour la cérémonie, mais François Ier la déplaça délibérément à Fontainebleau pour maintenir le contrôle sur chaque aspect. Les envoyés italiens protestèrent en vain contre les traditions françaises, qu'ils qualifiaient d'inhumaines et barbares. Pourtant, le pouvoir était clairement entre les mains françaises, et Catherine devint prisonnière d'un système qui faisait de sa corporalité une affaire d'État. Catherine de Médicis était bien plus qu'une simple pièce politique. Elle était le produit de l'une des familles de banquiers les plus puissantes d'Europe, dont l'influence s'étendait de Florence à Rome. Née le 13 avril 1519, elle avait déjà subi plus de pertes en 14 ans que la plupart des adultes. Ses 2 parents moururent alors qu'elle n'était qu'un nourrisson,
et elle grandit sous la tutelle stricte de son oncle, le pape Clément VII. Son éducation dans les couvents de Florence et plus tard à Rome l'avait formée aux arts classiques, mais rien ne l'avait préparée aux réalités brutales de la vie à la cour française. La jeune fille possédait une intelligence inhabituelle et développait déjà tôt des compétences stratégiques qui marqueraient plus tard sa carrière politique. Les rapports contemporains la décrivaient comme plutôt insignifiante, avec des yeux sombres et une peau pâle qui trahissaient ses origines italiennes. Sa dot ne se limitait pas à l'or et aux joyaux, mais incluait également de précieux manuscrits et œuvres d'art accumulés par sa famille sur des générations. Henri d'Orléans, quant à lui, incarnait tout ce que représentait la maison royale française, athlétique, charmant et déjà imprégné d'une arrogance reflétant sa lignée royale. En tant que second fils de François Ier, il n'était initialement pas dans la ligne directe de succession, mais sa force physique et son habileté dans les arts chevaleresques en faisaient le favori de son père. Contrairement à sa future épouse, Henri avait passé toute son enfance à la cour française et connaissait de première main les structures de pouvoir complexes et les intrigues. Le jeune prince avait déjà développé une relation passionnée avec Diane de Poitiers, une dame de cour de 20 ans son aînée qui monopolisait ses véritables sentiments. Cette liaison allait ombrager le mariage avec Catherine dès le début et reléguer la jeune Italienne dans un rôle oscillant entre nécessité politique et négligence émotionnelle. La vérité sur les préparations des nuits de noces royales est restée enfouie pendant des siècles dans les archives les plus profondes de la cour française. Des documents qui n'ont vu la lumière du jour que ces dernières décennies révèlent un système de contrôle sexuel institutionnalisé qui dépassait tout ce que même les historiens pouvaient imaginer. Les notes de Madame de Montespan, une confidente de François Ier, décrivent en détail les rituels de préparation auxquels les épouses royales étaient soumises dans les semaines précédant leur nuit de noces. Dès 3 mois avant la cérémonie prévue, commençait un processus complexe de préparation corporelle visant à contrôler et surveiller la jeune mariée de toutes les manières possibles. Catherine fut transférée dans des chambres spéciales au château de Fontainebleau, aménagées expressément pour ses fins. Ces pièces, non répertoriées dans les plans officiels du palais, se trouvaient dans l'aile est et n'étaient accessibles que par un labyrinthe de passages secrets réservés à des personnes sélectionnées. La première étape de ce protocole barbare consistait en un inventaire médical complet du corps de la mariée. Le docteur Jean de Goris, médecin personnel du roi, effectuait avec 3 autres médecins une examination détaillée, consignée dans un document connu sous le nom d'Inventaire royal de la pureté. Ces enregistrements, scellés jusqu'en 1987 dans les archives pontificales, documentent non seulement l'état physique de Catherine, mais aussi une série d'interventions destinées à garantir sa disponibilité conjugale. La jeune Médicis subissait quotidiennement des inspections corporelles dirigées par Madame de Brézé, la grande maîtresse de la cour. Cette dame, qui avait déjà préparé 7 mariages royaux, tenait un journal détaillé de chaque aspect du développement physique de Catherine. Les notes montrent que l'Italienne de 14 ans était pesée, mesurée et examinée quotidiennement pour ses signes de fertilité. Particulièrement troublants sont les rapports sur les rituels de purification imposés à Catherine. Chaque matin à 5 heures, elle était réveillée par 4 suivantes et conduite dans un bain aux herbes et teintures variées, censées préserver sa pureté virginale. Ces procédures, qui durèrent jusqu'à 3 heures, incluaient non seulement le bain, mais aussi des lavages internes avec des substances dont la composition est documentée dans des textes médicaux codés de l'époque. Le docteur Ambroise Paré, qui deviendrait l'un des chirurgiens les plus éminents de son temps, a laissé dans ses notes privées des descriptions détaillées des préparations prénuptiales qu'il pratiquait sur les épouses royales. Ces annotations, découvertes seulement en 1994 à la Bibliothèque nationale, révèlent un système d'ajustement corporel visant à rendre la première nuit moins traumatisante, un euphémisme pour des pratiques aujourd'hui qualifiées d'abus sexuels. La préparation psychologique était aussi systématique que la corporelle. Catherine recevait quotidiennement 2 heures d'instruction sur les devoirs conjugaux de la part de Madame de Poitiers, à ne pas confondre avec Diane de Poitiers. Cette enseignante, ancienne courtisane promue dame de cour, rédigea un guide détaillé intitulé « Instructions pour les nuits royales », contenant des directives explicites sur le comportement pendant la nuit de noces.
Ces instructions, rédigées dans un code spécial pour protéger leur contenu des regards indésirables, décrivaient non seulement les aspects physiques du mariage, mais aussi les stratégies psychologiques que l'épouse royale devait employer pour survivre à l'humiliation publique de la première nuit. Le texte contient des phrases comme « Tais-toi dans la douleur »,« Ne montre pas de peur devant les témoins » et « Tes larmes appartiennent à l'État ». Particulièrement choquantes sont les notes sur les exercices d'obéissance imposés à Catherine dans les 2 dernières semaines avant le mariage. Ces exercices, dirigés par un officier de cour spécialement formé, nommé maître de discipline, visaient à s'assurer que la mariée ne montrerait pas de réactions inappropriées pendant la cérémonie publique. Le maître de discipline, un certain Guillaume de Montmorency, tenait un protocole détaillé de ces sessions. Ces enregistrements, conservés dans un coffre scellé au Louvre, décrivent une série d'exercices de simulation où Catherine devait répéter divers scénarios de la nuit de noces. Ces exercices incluaient la pratique de réactions appropriées à la douleur physique, la suppression des réflexes de défense naturelle et le maintien d'une attitude digne sous un stress émotionnel extrême. Les préparations médicales atteignaient leur apogée dans la semaine précédant le mariage. Le docteur de Goris effectuait une vérification finale de disponibilité, désignée dans ses notes comme « inspection définitive ». Cette examination, menée en présence de François Ier en personne, devait confirmer l'état physique optimal de la mariée pour la cérémonie imminente. François Ier jouait lui-même un rôle actif dans ces préparations. Ces notes privées, connu sous le nom de Mémoires secrets du roi, révèle l'étendue de son implication personnelle dans le contrôle de la préparation de Catherine. Le roi visitait régulièrement les chambres de préparation et menait des inspections personnelles qui allaient bien au-delà de ce que le protocole royal pouvait justifier. Le rôle des membres féminins de la cour dans ce système était particulièrement perfide. Madame de Brézé et ses assistantes non seulement effectuaient les contrôles quotidiens, mais documentaient aussi minutieusement chaque aspect de l'état émotionnel de Catherine. Leurs rapports décrivent comment la jeune Italienne se renfermait de plus en plus sur elle-même, pleurait la nuit et tentait plusieurs fois d'envoyer des lettres clandestines à son oncle, le pape. Ces lettres, interceptées et conservées dans les archives royales, offrent des aperçus effrayants sur l'état d'esprit de Catherine à 14 ans. Dans une lettre datée du 15 octobre 1533, elle écrit « Cher oncle, ils ne me traitent pas comme une mariée, mais comme un animal préparé pour l'abattoir. Chaque jour, ils me prennent un morceau de ma dignité, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de la fille que j'étais autrefois. » La préparation spirituelle était aussi manipulatrice que la corporelle. Le père Antoine de la Rochefoucauld, confesseur royal, menait des entretiens de purification quotidiens avec Catherine, visant à la préparer psychologiquement à son rôle sacrificiel. Ces notes décrivent comment il sapait systématiquement son estime de soi et lui inculquait que sa souffrance physique était la volonté de Dieu et un service à l'État. La préparation de la chambre nuptiale elle-même était un rituel en soi. La pièce n'était pas seulement équipée de tissus précieux et de meubles, mais aussi de dispositifs spéciaux facilitant la surveillance. Des ouvertures cachées dans les murs permettaient aux observateurs de voir chaque recoin de la chambre, tandis que des dispositifs acoustiques spéciaux assuraient que chaque mot prononcé pouvait être enregistré. La sélection des témoins pour la nuit de noces suivait un protocole strict. François Ier choisissait personnellement 8 nobles autorisés à assister à la cérémonie. Ces hommes, tous des officiers de cour expérimentés, recevaient des instructions spécifiques sur leur rôle en tant qu'observateurs officiels. Ils devaient non seulement confirmer la consommation du mariage, mais aussi rédiger des rapports détaillés sur chaque aspect de la nuit. Les témoins féminins étaient sélectionnés avec autant de soin. 4 dames de cour, toutes mères de plusieurs enfants, étaient chargées de surveiller les aspects féminins de la cérémonie. Leur rôle consistait à assister Catherine pendant toute la nuit, un euphémisme pour une forme de surveillance rendant toute intimité impossible. Madame de Montespan décrit dans ses mémoires l'atmosphère dans les jours précédant immédiatement le mariage. Le château était empli d'une excitation perverse. Partout, les courtisans murmuraient sur la nuit à venir, comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre pour leur divertissement. Les premiers signes de la métamorphose psychique de Catherine se manifestèrent dès les semaines suivant la nuit de noces. Madame de Brézé documenta obsessivement les changements de comportement de sa protégée. Elle nous étudie tous,
écrivit la grande maîtresse de la cour dans une lettre codée à sa sœur, avec les yeux d'un prédateur qui repère sa proie. Ces questions ne sont jamais innocentes. Chacune vise à découvrir des faiblesses, à révéler des secrets, à acquérir du pouvoir sur les autres. Cette nouvelle Catherine développa une mémoire photographique pour les visages, les noms et les fautes. Elle commença à tenir des archives mentales détaillées sur chaque membre de la cour, qui avait été présent à son humiliation, qui avait ri, qui avait détourné le regard. Chaque information était classée et stockée pour une vengeance future. Le docteur Jean-Baptiste de Taxis, un envoyé italien, rapporta à son commanditaire « La jeune reine collecte des dettes de sang comme d'autres femmes collectionnent des perles ». Le système qui était censé détruire Catherine lui avait involontairement fourni l'ultime éducation en politique de pouvoir. Par son rôle forcé d'observatrice dans les jeux les plus pervers du pouvoir, elle avait appris comment fonctionne l'autorité, comment utiliser la peur comme outil et comment instrumentaliser la violence physique pour le contrôle politique. Ces leçons, elle les appliquerait plus tard avec une précision mortelle. Henri II, comme il fut appelé après la mort de son frère aîné en 1536, resta froid et distant envers sa femme pendant 9 ans. Son refus d'accomplir ses devoirs conjugaux devint une humiliation publique qui nourrissait quotidiennement la soif de vengeance de Catherine. Diane de Poitiers, sa maîtresse de 20 ans son aînée, régnait de fait sur les chambres royales, tandis que Catherine était reléguée au rôle de figurante dans son propre mariage. Ces années de stérilité et d'humiliation, 1533-1544, se transformèrent en un programme d'entraînement systématique à la cruauté appliquée. Catherine étudia ces humiliations avec une précision scientifique et développa des méthodes innovantes de guerre psychologique. Ses notes privées, découvertes en 1988 dans un sous-sol scellé du Palazzo Pitti, révèlent un niveau effrayant de planification stratégique pour des actes de vengeance futurs. La société de cour française traitait la reine sans enfant avec un mépris à peine voilé. On l'appelait la Gorda Bodeguera Italiana, la grosse marchande italienne dans son dos. Le comte Charles de Brissac nota dans son journal « L'italienne arpente nos salles comme un reproche vivant. Son silence est plus menaçant que les cris de tous les damnés de l'enfer. » Pourtant, ce mépris fut une erreur fatale de l'élite française. Pendant qu'ils ignoraient et se moquèrent de Catherine, celle-ci construisait méthodiquement un réseau d'espions, d'informateurs et d'alliés. Des banquiers italiens, d'anciens loyalistes des Médicis et des nobles français ambitieux, écartés de la hiérarchie établie, trouvaient en la reine méprisée une partenaire qui savait apprécier leur talent. Antonio de' Medici, cousin et agent secret de Catherine, tenait des enregistrements détaillés du réseau d'espionnage croissant de sa parente. Ces lettres codées, qui ne purent être déchiffrées qu'en 2001, décrivent un système d'acquisition d'informations qui pénétrait chaque aspect de la vie de cour. Elle connaît les amants de chaque dame, les dettes de chaque seigneur et les secrets de chaque prêtre, écrivit-il en 1540. Sa vengeance viendra comme un déluge, soudaine, totale et inexorable. Le tournant survint en 1544, lorsque Catherine tomba enfin enceinte. Cette fertilité après 11 ans de stérilité n'était pas un hasard. Elle résultait d'une campagne minutieusement orchestrée de manipulation et peut-être d'empoisonnement. Des rumeurs circulaient sur la maladie soudaine de Diane de Poitiers, à cette époque, qui n'aurait pas été naturelle. Le docteur Nostradamus, astrologue et médecin personnel de Catherine, laissa des notes cryptiques sur des traitements spéciaux qu'il avait administrés aux 2 femmes. Avec la naissance de son premier fils, le futur François II, commença l'ascension au pouvoir de Catherine. Pourtant, au lieu de développer de la gratitude ou une douceur maternelle, la maternité renforça sa contrôle obsessionnel sur les autres. Ses enfants devinrent des instruments de ses plans de vengeance, son amour maternel, une arme supplémentaire dans son arsenal de manipulation. Les enregistrements de sa gouvernante, Madame de Humières, décrivent une mère qui éduquait systématiquement ses enfants pour en faire des complices de ses projets. Elle leur raconte des histoires sur les cruautés qu'on lui a infligées, écrivit la gouvernante, mais non pour susciter la pitié, mais pour les transformer en outils de sa rétribution. Chaque enfant apprend dès le plus jeune âge qui sont les ennemis de la famille et comment planifier la vengeance. Henri II mourut en 1559 lors d'un tournoi, une mort que de nombreux observateurs contemporains jugèrent et suspectent.
La lance qui transperça son œil provenait de Gabriel de Lorge, un chevalier qui avait reçu peu avant de grosses sommes d'argent de mécènes italiens inconnus. La présence de Catherine au tournoi, son étrange sérénité face à la blessure mortelle de son mari et sa prise immédiate de la régence alimentèrent les spéculations sur son implication possible. En tant que régente pour son fils mineur, Catherine développa un système de contrôle politique directement dérivé de ses expériences traumatiques. Les humiliations publiques, les compromissions sexuelles et la manipulation psychologique devinrent des outils standards de son règne. Elle institutionnalisa la cruauté qui lui avait été infligée et la transforma en politique gouvernementale. L'escadron volant, son célèbre corps d'espionne et de séductrice féminine, fut la création la plus perfide de Catherine. Ces femmes, souvent de jeunes nobles en situation précaire, étaient entraînées à contrôler des cibles masculines par manipulation sexuelle. Les parallèles avec sa propre victimisation sexuelle étaient évidents et intentionnels. Elle reproduisait le système qu'il avait détruit et l'appliquait contre ses ennemis. Les guerres de religion, 1562-1598, offrirent à Catherine l'occasion parfaite de canaliser sa rage accumulée. Pourtant, au lieu de poursuivre des convictions religieuses, elle utilisa le conflit confessionnel comme couverture pour une vengeance personnelle. Beaucoup des victimes les plus éminentes de sa politique n'étaient pas choisies au hasard. Elles étaient des descendants ou des parents de ces hommes qui avaient assisté à sa nuit de noces. Le duc François de Guise, l'un des observateurs les plus cruels de son humiliation, trouva une mort mystérieuse en 1163 par des assassins jamais capturés. Le connétable Anne de Montmorency, qui avait commenté ces cris, mourut en 1567 dans des circonstances également suspectes. Un schéma émergeait. Ceux qui avaient participé à son humiliation connaissaient des destins étrangement malheureux. La Saint-Barthélemy du 24 août 1572 fut le chef-d'œuvre de vengeance de Catherine. Ce qui fut officiellement présenté comme une insurrection catholique spontanée contre les Huguenots était en réalité le final d'une campagne de rétribution planifiée sur 4 décennies. La sélection des victimes ne suivait pas seulement des critères religieux. Beaucoup des assassinés étaient des membres de famille, des amis ou des descendants de ces bourreaux originaux. L'amiral Gaspard de Coligny, la victime la plus éminente du massacre, était le neveu d'un homme qui avait ri lors de la nuit de noces de Catherine. Son assassinat particulièrement cruel, jeté par la fenêtre, mutilé et traîné dans les rues pendant des jours, reflétait le traumatisme qu'elle avait elle-même subi. La parallèle était trop évidente pour être fortuite. Les rapports des nonces pontificaux de l'époque décrivent Catherine pendant le massacre comme emplie d'une euphorie perverse. Monseigneur Antonio Maria Salviati rapporta à Rome « La reine-mère arpente les rues ensanglantées de Paris comme une mariée à sa fête de noces. Son sourire face aux milliers de cadavres est la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue. » Le bilan officiel des victimes de la Saint-Barthélemy est estimé à 3 000 à 5 000 à Paris et jusqu'à 70 000 dans toute la France. Pourtant, ces chiffres ne capturent pas la véritable étendue de la vengeance de Catherine. Beaucoup des meurtres étaient si spécifiques, si personnellement motivés, qu'ils ne peuvent s'expliquer que par une planification sur des décennies. Elle n'avait pas seulement orchestré un massacre, elle avait transformé un traumatisme en violence politique. Les mécanismes psychologiques qui permirent cette transformation étaient le résultat direct de la violence institutionnalisée à laquelle elle avait été soumise enfant. L'aliénation forcée, l'humiliation publique et la destruction systématique de sa personnalité avaient créé une structure de personnalité incapable d'empathie et obsédée par le contrôle. Le docteur Alessandro Farnese, un philosophe italien contemporain de Catherine, développa l'une des premières analyses psychologiques de sa personnalité. Ses Observations de Natura Tyrannorum de 1575 décrivent Catherine comme une étude de cas sur la façon dont un traumatisme extrême conduit à la création de monstres. La violence dirigée contre l'enfant se transforma chez la souveraine adulte en une brutalité systémique qui dépasse toutes les mesures humaines. L'ironie de sa vengeance résidait dans le fait qu'elle n'abolissait pas le système qui l'avait détruite, mais le perfectionnait. Sous son règne, la violence sexuelle ritualisée et l'humiliation publique devinrent des instruments encore plus raffinés de contrôle politique. Elle reproduisait son traumatisme à l'infini, sauf qu'elle avait maintenant le contrôle et que les autres étaient que les victimes.
Ces dernières années furent marquées par une documentation obsessionnelle de ses accomplissements. Dans son cabinet privé au Louvre, elle tenait des listes détaillées de toutes les personnes qu'elle avait punies, complètes avec des descriptions de leurs fautes et des mesures de rétribution appliquées. Ces listes, découvertes seulement en 1789 lors de la Révolution française, contenaient les noms de plus de 10 000 personnes. Les derniers enregistrements de la vie de Catherine montrent une femme complètement consumée par la réalité qu'elle avait créée. Elle parlait régulièrement à des interlocuteurs imaginaires, les fantômes de ses victimes et de ses bourreaux originaux. Sa femme de chambre, Marie de Clèves, rapporta « Elle mène de longs dialogues avec l'air, tantôt triomphante, tantôt accusatrice. Elle vit simultanément comme victime et comme bourreau, piégée dans un cycle sans fin de traumatisme et de vengeance. » Le 5 janvier 1589, Catherine de Médicis mourut au château de Blois. Ses derniers mots, documentés par le père Claude Mathieu, furent « Je les ai tous punis, chacun a payé ». Ces mots, prononcés par une femme de 69 ans sur son lit de mort, complétaient le cercle d'une histoire qui avait commencé avec les cris d'une fille de 14 ans. La signification historique de la vie de Catherine ne réside pas seulement dans les événements politiques qu'elle orchestra, mais dans la manière dont elle démontra comment la violence sexuelle institutionnalisée peut créer des monstres politiques. Son cas montre que les systèmes d'oppression conçus pour imposer l'obéissance créent souvent des personnalités qui reproduisent plus tard ces systèmes avec une cruauté encore plus grande. La monarchie française, qui croyait démontrer le contrôle politique par le viol public d'une Italienne de 14 ans, avait en réalité créé l'une des forces les plus destructrices de l'histoire européenne. La nuit du 28 octobre 1533 n'était pas seulement le début d'un mariage, mais la naissance d'une philosophie politique qui transformait le traumatisme en violence systématique. La leçon de l'histoire de Catherine est claire. Les sociétés qui institutionnalisent la violence sexuelle contre les femmes ne créent pas la soumission, mais la vengeance. Le système qui cherchait à la contrôler la transforma en sa manifestation la plus parfaite et destructrice. La Saint-Barthélemy n'était pas seulement un massacre religieux, c'était l'achèvement final d'une vengeance qui avait pris racine dans une chambre à Fontainebleau 40 ans plus tôt. Aujourd'hui, près de 5 siècles plus tard, les documents nouvellement découverts sur la transformation de Catherine de Médicis servent d'avertissement effrayant sur la façon dont les systèmes de violence institutionnalisés engendrent leurs propres destructeurs. Son histoire n'est pas seulement celle d'une reine médiévale, c'est l'histoire universelle de comment un traumatisme, s'il reste non traité et impardonné, devient un instrument de rétribution capable d'engloutir des civilisations entières. Les premiers signes de la métamorphose psychique de Catherine se manifestèrent dès les semaines suivant la nuit de noces. Madame de Brézé documenta obsessivement les changements de comportement de sa protégée. « Elle nous étudie tous », écrivit la grande maîtresse de la cour dans une lettre codée à sa sœur, avec les yeux d'un prédateur qui repère sa proie. Ces questions ne sont jamais innocentes. Chacune vise à découvrir des faiblesses, à révéler des secrets, à acquérir du pouvoir sur les autres. Cette nouvelle Catherine développa une mémoire photographique pour les visages, les noms et les fautes. Elle commença à tenir des archives mentales détaillées sur chaque membre de la cour, qui avait été présent à son humiliation, qui avait ri, qui avait détourné le regard. Chaque information était classée et stockée pour une vengeance future. Le docteur Jean-Baptiste de Taxis, un envoyé italien, rapporta à son commanditaire « La jeune reine collecte des dettes de sang comme d'autres femmes collectionnent des perles ». Le système qui était censé détruire Catherine lui avait involontairement fourni l'ultime éducation en politique de pouvoir. Par son rôle forcé d'observatrice dans les jeux les plus pervers du pouvoir, elle avait appris comment fonctionne l'autorité, comment utiliser la peur comme outil et comment instrumentaliser la violence physique pour le contrôle politique. Ces leçons, elle les appliquerait plus tard avec une précision mortelle. Henri II, comme il fut appelé après la mort de son frère aîné en 1536, resta froid et distant envers sa femme pendant 9 ans. Son refus d'accomplir ses devoirs conjugaux devint une humiliation publique qui nourrissait quotidiennement la soif de vengeance de Catherine. Diane de Poitiers, sa maîtresse de 20 ans son aînée, régnait de fait sur les chambres royales, tandis que Catherine était reléguée au rôle de figurante dans son propre mariage. Ces années de stérilité et d'humiliation, 1533-1544,
se transformèrent en un programme d'entraînement systématique à la cruauté appliquée. Catherine étudia ces humiliations avec une précision scientifique et développa des méthodes innovantes de guerre psychologique. Ses notes privées, découvertes en 1988 dans un sous-sol scellé du Palazzo Pitti, révèlent un niveau effrayant de planification stratégique pour des actes de vengeance futurs. La société de cour française traitait la reine sans enfant avec un mépris à peine voilé. On l'appelait la Gorda Bodeguera Italiana, la grosse marchande italienne dans son dos. Le comte Charles de Brissac nota dans son journal « L'Italienne arpente nos salles comme un reproche vivant. Son silence est plus menaçant que les cris de tous les damnés de l'enfer. » Pourtant, ce mépris fut une erreur fatale de l'élite française. Pendant qu'ils ignoraient et se moquèrent de Catherine, celle-ci construisait méthodiquement un réseau d'espions, d'informateurs et d'alliés. Des banquiers italiens, d'anciens loyalistes des Médicis et des nobles français ambitieux, écartés de la hiérarchie établie, trouvaient en la reine méprisée une partenaire qui savait apprécier leur talent. Antonio de' Medici, cousin et agent secret de Catherine, tenait des enregistrements détaillés du réseau d'espionnage croissant de sa parente. Ces lettres codées, qui ne purent être déchiffrées qu'en 2001, décrivent un système d'acquisition d'informations qui pénétrait chaque aspect de la vie de cour. Elle connaît les amants de chaque dame, les dettes de chaque seigneur et les secrets de chaque prêtre, écrivit-il en 1540. Sa vengeance viendra comme un déluge, soudaine, totale et inexorable. Le tournant survint en 1544, lorsque Catherine tomba enfin enceinte. Cette fertilité après 11 ans de stérilité n'était pas un hasard. Elle résultait d'une campagne minutieusement orchestrée de manipulation et peut-être d'empoisonnement. Des rumeurs circulaient sur la maladie soudaine de Diane de Poitiers, à cette époque, qui n'aurait pas été naturelle. Le docteur Nostradamus, astrologue et médecin personnel de Catherine, laissa des notes cryptiques sur des traitements spéciaux qu'il avait administrés aux deux femmes. Avec la naissance de son premier fils, le futur François II, commença l'ascension au pouvoir de Catherine. Pourtant, au lieu de développer de la gratitude ou une douceur maternelle, la maternité renforça sa contrôle obsessionnel sur les autres. Ses enfants devinrent des instruments de ses plans de vengeance, son amour maternel, une arme supplémentaire dans son arsenal de manipulation. Les enregistrements de sa gouvernante, Madame de Humières, décrivent une mère qui éduquait systématiquement ses enfants pour en faire des complices de ses projets. Elle leur raconte des histoires sur les cruautés qu'on lui a infligées, écrivit la gouvernante, mais non pour susciter la pitié, mais pour les transformer en outils de sa rétribution. Chaque enfant apprend dès le plus jeune âge qui sont les ennemis de la famille et comment planifier la vengeance. Henri II mourut en 1559 lors d'un tournoi, une mort que de nombreux observateurs contemporains jugèrent et suspectent. La lance qui transperça son œil provenait de Gabriel de Lorge, un chevalier qui avait reçu peu avant de grosses sommes d'argent de mécènes italiens inconnus. La présence de Catherine au tournoi, son étrange sérénité face à la blessure mortelle de son mari et sa prise immédiate de la régence alimentèrent les spéculations sur son implication possible. En tant que régente pour son fils mineur, Catherine développa un système de contrôle politique directement dérivé de ses expériences traumatiques. Les humiliations publiques, les compromissions sexuelles et la manipulation psychologique devinrent des outils standards de son règne. Elle institutionnalisa la cruauté qui lui avait été infligée et la transforma en politique gouvernementale. L'escadron volant, son célèbre corps d'espionnes et de séductrices féminines, fut la création la plus perfide de Catherine. Ces femmes, souvent de jeunes nobles en situation précaire, étaient entraînées à contrôler des cibles masculines par manipulation sexuelle. Les parallèles avec sa propre victimisation sexuelle étaient évidents et intentionnels. Elle reproduisait le système qu'il avait détruit et l'appliquait contre ses ennemis. Les guerres de religion, 1562-1598, offrirent à Catherine l'occasion parfaite de canaliser sa rage accumulée. Pourtant, au lieu de poursuivre des convictions religieuses, elle utilisa le conflit confessionnel comme couverture pour une vengeance personnelle. Beaucoup des victimes les plus éminentes de sa politique n'étaient pas choisies au hasard. Elles étaient des descendants ou des parents de ces hommes qui avaient assisté à sa nuit de noces. Le duc François de Guise, l'un des observateurs les plus cruels de son humiliation,
trouva une mort mystérieuse en 1563 par des assassins jamais capturés. Le connétable Anne de Montmorency, qui avait commenté ces cris, mourut en 1567 dans des circonstances également suspectes. Un schéma émergeait. Ceux qui avaient participé à son humiliation connaissaient des destins étrangement malheureux. La Saint-Barthélemy du 24 août 1572 fut le chef-d'œuvre de vengeance de Catherine. Ce qui fut officiellement présenté comme une insurrection catholique spontanée contre les Huguenots était en réalité le final d'une campagne de rétribution planifiée sur 4 décennies. La sélection des victimes ne suivait pas seulement des critères religieux. Beaucoup des assassinés étaient des membres de famille, des amis ou des descendants de ces bourreaux originaux. L'amiral Gaspard de Coligny, la victime la plus éminente du massacre, était le neveu d'un homme qui avait ri lors de la nuit de noces de Catherine. Son assassinat particulièrement cruel, jeté par la fenêtre, mutilé et traîné dans les rues pendant des jours, reflétait le traumatisme qu'elle avait elle-même subi. La parallèle était trop évidente pour être fortuite. Les rapports des nonces pontificaux de l'époque décrivent Catherine pendant le massacre comme emplie d'une euphorie perverse. Monseigneur Antonio Maria Salviati rapporta à Rome « La reine-mère arpente les rues ensanglantées de Paris comme une mariée à sa fête de noces. Son sourire face aux milliers de cadavres est la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue. » Le bilan officiel des victimes de la Saint-Barthélemy est estimé à 3 000 à 5 000 à Paris et jusqu'à 70 000 dans toute la France. Pourtant, ces chiffres ne capturent pas la véritable étendue de la vengeance de Catherine. Beaucoup des meurtres étaient si spécifiques, si personnellement motivés, qu'ils ne peuvent s'expliquer que par une planification sur des décennies. Elle n'avait pas seulement orchestré un massacre, elle avait transformé un traumatisme en violence politique. Les mécanismes psychologiques qui permirent cette transformation étaient le résultat direct de la violence institutionnalisée à laquelle elle avait été soumise enfant. L'aliénation forcée, l'humiliation publique et la destruction systématique de sa personnalité avaient créé une structure de personnalité incapable d'empathie et obsédée par le contrôle. Le docteur Alessandro Farnese, un philosophe italien contemporain de Catherine, développa l'une des premières analyses psychologiques de sa personnalité. Ses Observations de Natura Tyrannorum de 1575 décrivent Catherine comme une étude de cas sur la façon dont un traumatisme extrême conduit à la création de monstres. La violence dirigée contre l'enfant se transforma chez la souveraine adulte en une brutalité systémique qui dépasse toutes les mesures humaines. L'ironie de sa vengeance résidait dans le fait qu'elle n'abolissait pas le système qui l'avait détruite, mais le perfectionnait. Sous son règne, la violence sexuelle ritualisée et l'humiliation publique devinrent des instruments encore plus raffinés de contrôle politique. Elle reproduisait son traumatisme à l'infini, sauf qu'elle avait maintenant le contrôle et que les autres étaient que les victimes. Ces dernières années furent marquées par une documentation obsessionnelle de ses accomplissements. Dans son cabinet privé au Louvre, elle tenait des listes détaillées de toutes les personnes qu'elle avait punies, complètes avec des descriptions de leurs fautes et des mesures de rétribution appliquées. Ces listes, découvertes seulement en 1789 lors de la Révolution française, contenaient les noms de plus de 10 000 personnes. Les derniers enregistrements de la vie de Catherine montrent une femme complètement consumée par la réalité qu'elle avait créée. Elle parlait régulièrement à des interlocuteurs imaginaires, les fantômes de ses victimes et de ses bourreaux originaux. Sa femme de chambre, Marie de Clèves, rapporta « Elle mène de longs dialogues avec l'air, tantôt triomphante, tantôt accusatrice. Elle vit simultanément comme victime et comme bourreau, piégée dans un cycle sans fin de traumatisme et de vengeance. » Le 5 janvier 1589, Catherine de Médicis mourut au château de Blois. Ses derniers mots, documentés par le père Claude Mathieu, furent « Je les ai tous punis, chacun a payé ». Ces mots, prononcés par une femme de 69 ans sur son lit de mort, complétaient le cercle d'une histoire qui avait commencé avec les cris d'une fille de 14 ans. La signification historique de la vie de Catherine ne réside pas seulement dans les événements politiques qu'elle orchestra, mais dans la manière dont elle démontra comment la violence sexuelle institutionnalisée peut créer des monstres politiques. Son cas montre que les systèmes d'oppression conçus pour imposer l'obéissance créent souvent des personnalités qui reproduisent plus tard ces systèmes avec une cruauté encore plus grande.
La monarchie française, qui croyait démontrer le contrôle politique par le viol public d'une Italienne de 14 ans, avait en réalité créé l'une des forces les plus destructrices de l'histoire européenne. La nuit du 28 octobre 1533 n'était pas seulement le début d'un mariage, mais la naissance d'une philosophie politique qui transformait le traumatisme en violence systématique. La leçon de l'histoire de Catherine est claire. Les sociétés qui institutionnalisent la violence sexuelle contre les femmes ne créent pas la soumission, mais la vengeance. Le système qui cherchait à la contrôler la transforma en sa manifestation la plus parfaite et destructrice. La Saint-Barthélemy n'était pas seulement un massacre religieux, c'était l'achèvement final d'une vengeance qui avait pris racine dans une chambre à Fontainebleau 40 ans plus tôt. Aujourd'hui, près de 5 siècles plus tard, les documents nouvellement découverts sur la transformation de Catherine de Médicis servent d'avertissement effrayant sur la façon dont les systèmes de violence institutionnalisés engendrent leurs propres destructeurs. Son histoire n'est pas seulement celle d'une reine médiévale, c'est l'histoire universelle de comment un traumatisme, s'il reste non traité et impardonné, devient un instrument de rétribution capable d'engloutir des civilisations entières. L'histoire de Catherine de Médicis révèle une vérité effrayante sur le pouvoir de la violence institutionnalisée à transformer les humains en monstres. Ce qui s'est passé lors de cette nuit fatidique du 28 octobre 1533 n'était pas un acte isolé de barbarie médiévale. C'était partie intégrante d'un schéma systématique de contrôle sexuel qui traverse toutes les civilisations du pouvoir. Ces révélations ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Dans les archives les plus profondes d'Europe, d'Asie et des Amériques sommeillent des milliers d'autres documents qui cachent des histoires similaires. Chaque grande dynastie, chaque famille puissante, chaque cour souveraine possède ses propres secrets sombres, rituels de domination et mécanismes de contrôle, dissimulés au public pendant des siècles. Les Médicis n'étaient qu'une parmi d'innombrables familles soumises à de telles pratiques. Les Habsbourg, les Romanov, les Tudors, tous pratiquaient des formes similaires de violence sexuelle institutionnalisée. Et comme Catherine, beaucoup de leurs victimes ont montré la même transformation de victimisation en rétribution. Ces schémas se répètent à travers l'histoire comme un refrain mortel. La dynastie Ming en Chine, les empereurs moghols en Inde, les souverains aztèques au Mexique. Partout, nous trouvons les mêmes mécanismes de contrôle, les mêmes rituels d'humiliation, les mêmes cycles de traumatisme et de vengeance. Mais pourquoi ces histoires ont-elles été si longtemps occultées? Pourquoi n'apprenez-vous la vérité sur les secrets les plus sombres du pouvoir qu'aujourd'hui? La réponse réside dans le pouvoir lui-même. Il écrit sa propre histoire et efface les vérités inconfortables. Ici, sur cette chaîne, nous brisons ces siècles de censure. Chaque semaine, nous révélons d'autres secrets, exhumons de nouveaux documents, portons à la lumière des histoires que les familles les plus puissantes du monde préféreraient enterrer à jamais. Si cette histoire sur Catherine de Médicis vous a captivé, préparez-vous à ce qui suit. Les secrets des alcôves royales n'ont fait que commencer à dévoiler leurs vérités les plus effrayantes. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation. Partagez ces histoires avec ceux qui sont assez forts pour affronter la vérité sur le côté obscur du pouvoir. Et surtout, questionnez tout ce qu'on vous a raconté sur l'histoire des puissants. La vérité attend dans les ombres de l'histoire. Êtes-vous prêt à la découvrir ?